Bonjour, il nous fait plaisir de vous accueillir dans cette nouvelle conférence Mexique, diversité, notre richesse, dans le cadre de la Semaine hispanophone 2021, sous les thèmes communauté et dialogue interculturel. Mon nom est Monica Soto et je vous accompagnerai pendant cette conférence. Maintenant, je vais vous présenter notre conférencier, vieil ami de notre institution, car il est déjà venu donner plusieurs conférences autour de 2010 pour cette fin du monde qui avait été annoncée pour 2012. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et selon l'interprétation que certaines personnes avaient faite des prophéties mayas. Comme nous sommes en 2021, ce que notre conférencier nous avait expliqué à l'époque s'est avéré vrai. Les Mayas n'avaient pas annoncé la fin du monde. Maintenant, permettez-moi de vous présenter Claudio Obregón. C'est un écrivain, chercheur indépendant, journaliste, promoteur culturel et spécialiste des civilisations olmèques et mayas. Monsieur Obregón a publié des livres, des essais et des récits dans des maisons d'édition et des portails en ligne en Espagne, en Argentine, en Colombie et au Mexique. Il a donné une multitude de conférences dans des universités et institutions canadiennes et mexicaines. Il est actuellement directeur de la Rencontre internationale des mayistes, rencontre qui réunit les plus grands spécialistes dans la culture maya, et il est également directeur du Centre Panimil d'études anthropologiques et historiques et de l'association civile Discovering Roots. Je vous rappelle qu'à la fin de la conférence, vous allez pouvoir poser des questions à notre conférencier à travers la boîte questions-réponses. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dans votre webinaire. Donc, je me ferai un plaisir de les transmettre à M. Obregón. À présent, la parole est à vous, M. Obregón. Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir d'être de nouveau à l'Université de Montréal. Et je me sens vraiment honoré. Merci pour l'invitation. Le sujet de la conférence, c'est à propos de la diversité. Et quand on parle de la diversité comme une richesse, il faut aussi faire référence à notre identité comme peuple mexicain. Et donc, je vais commencer avec une petite introduction à propos justement de ce qui c'est le monde précolombien ou mésoaméricain, pour après passer directement à l'identité mexicaine en faisant aussi un petit voyage pour le continent américain. Et souvent, on considère que les civilisations autochtones du Mexique ont formé tout un bagage culturel qui est présent dans notre quotidien comme Mexicains. Nous sommes héritiers de ce bagage culturel, héritiers culturels et héritiers aussi ethniques, parce qu'il y a beaucoup de peuples mexicains qui sont descendants directs des anciennes civilisations. Et nous connaissons notamment la civilisation olmeque, la civilisation maya qui est dans la péninsule de Yucatán, Guatemala, Honduras, El Salvador. Et puis aussi dans le plateau central du Mexique, il y a eu plusieurs civilisations comme les Teotihuacanos, les Toltecs, les Mexicas, appelés aussi Aztecas. Dans la région de Oaxaca, il y a les Mixtèques, les Zapotèques. Dans le golfe du Mexique, les Huastèques, les Totonacs. Et tous ces peuples ont configuré un seul bagage culturel et religieux. Mais avant de parler de cette civilisation, je voudrais bien aller un petit peu à l'arrière en parlant justement des individus précéramiques qui se sont trouvés dans la côte actuelle du Caraïbe mexicaine. Il y a beaucoup de fleuves souterrains qui se sont formés avec un phénomène karstique. Et donc, ces fleuves souterrains, quand ils étaient sèches, c'est-à-dire il avait des cavernes,
Et les individus précéramiques sont descendus pour se protéger des animaux sauvages, et également pour chercher de l'eau, car il n'y a pas de rivière sur la péninsule de Yucatan. Et donc, un chercheur appelé Jerónimo Avilés, un bon ami à moi, a fait la découverte, lui et son équipe, des individus précéramiques qui descendaient dans les grottes qu'une fois, je dis, étaient sèches pour faire des rituels funéraires, et ce qui nous indique qu'il y a 12-13 000 ans, et les habitants du continent américain, ils avaient déjà toute une cosmovision relationnée avec la mort. Et ces individus sont 9. Le groupe de Jerónimo Avilés a trouvé 8. Et la 9e, c'est la célèbre Naya, qu'après on va parler un petit peu. Et tous ces individus sont entre 13 000 et 12 000 ans avant notre temps. Et ce que nous pouvons apprécier dans ces individus, c'est qu'il y a une grande diversité. Le métissage, il a commencé il y a 13 000 ans, et pas 5 siècles comme on considère. Et on a trouvé qu'il y a des individus qui montrent un crâne dolicocéphalique et des autres qui sont brachycéphaliques, ce qui nous indique qu'ils venaient de différentes régions du monde, et pas seulement par les mal appelés détroits de Bering, sur Beringia, que c'était tout un territoire. Il n'y avait pas un détroit, tout était un territoire. Et donc, il y a eu possibilité de que cette population était morphologiquement différente, que ce soit pour ses origines géographiques, que, à mon avis, c'est ça, ou bien pour des différences qui ont expérimenté avec des adaptations locales à leur environnement. Mais ça, c'est pas tellement sûr parce que, évidemment, tous les changements morphologiques prennent des milliers d'années. L'essentiel, c'est que c'était deux types des individus. Et ici, nous voyons à la femme de la Palma, la célèbre femme de la Palma. C'est une reconstruction qui, à l'heure actuelle, se trouve au Musée national d'anthropologie et histoire, dans une très belle exposition. Et la femme de la Palma, on a fait la reconstitution en France et on a mis un tissu. Ça, c'est aussi une question très polémique parce qu'on ne sait pas exactement, on n'a pas trouvé des outils, de que les êtres humains de cette période-là, ils utilisaient des instruments pour se manufacturer des vêtements. Ils pouvaient le faire, bien entendu, avec des fibres de cactus ou bien avec des fibres de plantes comme la bromélia. Mais en tout cas, ça reste toujours une incognite si elle portait des vêtements ou pas. L'essentiel, c'est que la mujer de la Palma nous montre qu'il y a 13 000 ans, il avait aussi des rituels funéraires. Peut-être c'était une chamane qui était mise dans les fonds d'une grotte comme un rituel funéraire. Normalement, on considère que les êtres humains sont venus au continent américain par le détroit de Bering, que je répète, ce n'est pas un détroit, c'était un territoire appelé Beringia. Et donc, ils sont descendus justement par la côte occidentale du Canada. Il y avait une ouverture dans le glacier. Ils sont descendus donc au continent américain. Ça, c'est l'hypothèse reconnue comme officielle. Mais le reste qu'on trouve dans certaines régions du continent américain nous indique qu'il y a eu des individus précéramiques dans des autres régions bien avant l'arrivée par Beringia. Monteverde, par exemple, en Chili, vers les 18 000 ans, et dans le Brésil, dans la région de Pedra Furada, aussi 30 000. Ici, au Mexique, on vient de faire la grande découverte de Chiquihuite, 26 000 ans. Donc, il reste encore ouverte la discussion de savoir si tous les êtres humains sont venus par le nord, car on montre déjà dans les rivières souterraines de Quintana Roo qu'il y a une grande diversité. Ça, c'est Naya, que
on la considère justement la première américaine, mais c'est faux, parce que évidemment, il y a des vestiges dans la Sud-Amérique qui sont beaucoup plus anciennes. Et il y a une autre hypothèse qui nous indique que peut-être ils sont venus par l'Europe. Et David Stanford et Bruce Bradley, deux chercheurs, ont fait toute une hypothèse qu'ils sont venus par le nord. Et justement, en regardant les différences des armes, ce qu'on appelle les clovis, c'est justement les armes du continent américain qui sont beaucoup plus près aux armes de l'Europe, l'Europe paléolithique, les Solutrenses, les Solutraniens. Mais c'est toujours une hypothèse qui fait beaucoup de polémiques. Ce qui est sûr et certain, ce sont les études de carbone 14, comme par exemple au Brésil, à Pedra Furada, Niet Guidon a fait de grandes recherches et a fait des études. Il a révolutionné toute la perception du peuplement du continent américain parce qu'il a trouvé des peintures et en faisant des datations par stratigraphie et aussi par des éléments organiques avec carbone 14, on parle justement de peintures qui datent d'il y a 30 000 ans. Et ce qui nous intéresse aussi au point de vue plastique, c'est que le principal acteur de ces peintures, ce sont les êtres humains. Et ça nous rappelle aussi l'école de peinture de l'Australie et aussi de la Basse-Californie mexicaine, qui est au contraire à la peinture européenne paléolithique, où les animaux, ce sont les acteurs principaux. Ici, c'est plutôt les êtres humains qu'on les montre dans des images de chasse, mais également dans des images des actes sexuels. Donc, pour finir ce passage sur le continent américain et parler de la diversité, pas seulement du Mexique, sinon de tous les continents américains, à Monteverde, il y a un site archéologique où, évidemment, il y a eu des recherches. Tom Dallehey et Mario Pinto ont fait des études dans ces établissements de Monteverde et ils ont trouvé qu'il y a des restes humains d'il y a 17 000 ans. Et des individus qui, en plus, ils avaient une grande connaissance de la herboristerie et qui portaient de la pampa argentine des herbes pour se guérir quand ils étaient dans le campement de Monteverde. Donc, il y a un passage sur le sud du Mexique qui est encore transité aujourd'hui, qui date de l'époque paléolithique, par le golfe du Mexique en descendant pour, après l'isthme de Tehuantepec et descendre sur la Centroamérique en passant par l'État de Chiapas. Il y a beaucoup de voitures qui viennent des États-Unis, des voitures qui vont être achetées par les Centro-Américains. Et cette route a été transitée depuis l'époque paléolithique. Et ce qui est très important, c'est que quand on parle d'une route, il faut voir qu'il y a toujours du bois. Et donc, c'est pour cette route où est arrivé également du sud le cacao au Mexique et peut-être même le maïs depuis l'équateur. Nous, les Mexicains, parfois, on est très tentés de dire qu'on a les premières civilisations du continent américain, mais il faut dire qu'au Pérou, à Caral, il y a eu une civilisation bien avant qui était contemporaine aux Égyptiens, et que donc c'est dans la Sud-Amérique où il y a les premières civilisations, les premiers centres urbains. Mais c'était lié par des éléments mythologiques comme les crocodiles, par exemple, que dans le monde maya, c'était une divinité appelée Zipacna, et dans le plateau central du Mexique, une divinité appelée Zicpactli, et que c'est d'origine sud-américaine, qui ça vient de San Agustín en Colombie, et Chavín au Pérou, et l'Orinoco en Venezuela. Et donc, en parlant des Olmecs, on les considère la civilisation mère, et c'est là où j'ai vu commencer à expliquer qu'on a un concept toujours d'être les premiers, comme si les premiers, ça signifierait qu'on est les meilleurs. Et les Olmecs, en réalité, plus qu'une civilisation originale qui a donné une grande influence aux autres civilisations, il s'agit, comme disait bien Louise Paradis,
de l'Université de Montréal, comme un phénomène culturel. Et ce phénomène culturel, comme le christianisme, s'est diffusé par tous les territoires de l'ancienne Mésoamérique. Et c'est pour ces raisons-là que nous trouvons des traces, même jusqu'à Costa Rica, des Olmecs. Ce sont les célèbres têtes Olmecs on n'est pas sûr et certain quelle est la signification de cette grosse tête. Et pour certains chercheurs, c'est la représentation d'un joueur de la pelote qui a été décapité, et des autres, on parle plutôt de dignitaires. Ce qui est très intéressant à signaler, c'est que justement, les têtes, ils sont des petits points, comme nous pouvons apprécier, que ce n'est pas tout à fait fait par l'érosion, non? C'est comme ça a été fait de manière rituelle. À mon avis, ça représente les petites gouttes de la pluie qui tombent sur la terre. Et donc, c'est une allusion à la fertilité, une allusion à la pluie. Et Christian Duverger, un chercheur français, a proposé qu'il y a une trilogie dans le monde mésoaméricain qui est liée entre la jade, l'eau et les sang. Ici, nous pouvons apprécier qu'en plus de ces petites boules, à côté d'un œil, nous voyons ici comme des larmes qui descendent. Mais il y a une autre trace ici que la pierre a été battue. Et donc, c'est intéressant parce que c'est l'aîné. Beaucoup de pièces olmèques et des autres pièces mayas montrent le nez cassé ou brisé, ce qui ça peut représenter justement la relation avec le sang qui était donné de manière rituelle pour des rituels relationnés à la fertilité, à l'agriculture. Ce sont des sociétés agricoles. Et actuellement, dans l'état de Guerrero, il y a des communautés qui se réunissent pour se casser la figure. Il y a deux peuples qui se réunissent, les petits, les grands, les anciens. Ils vont tous se battre et se casser le nez. L'essentiel, c'est qu'il y ait beaucoup de sang, parce que comme ça, ils auront beaucoup plus de fertilité dans leur terre et une production agricole plus importante. Et donc, c'est intéressant comment il y a toute cette liaison avec des peuples millénaires d'il y a 3000 années, 3 siècles, qui continuent aujourd'hui au Mexique dans l'essence des communautés rituelles agricoles. Et les Olmecs, comme un petit passage, ils ont travaillé le jade de manière exquise. Et ce qui est intéressant de signaler, c'est que pour tailler la jade, il faut utiliser un autre morceau de jade. On coupe jade contre jade et on utilise la poussière comme abrasive. Et donc, il s'arrivait à des images extraordinaires. Les Mayas aussi, c'était une société agricole, ritualiste, machiste, où il avait un gouverneur appelé Ajao. Et l'Ajao est très intéressant parce que ça vient de la parole ou du vocable crier, et ça veut dire que c'est le Messie qui détermine, c'est le Messie qui, à travers de la parole, va gouverner. Et ici, nous voyons Aïtsamnak Balam II, de la ville de Yaxchilán, dans cette dentelle, qui est en train de recevoir une de ces 4 femmes, non, 3 femmes, c'était la femme Ishkava Chok, qui était aussi une reine et chamane, qui est en train justement de lui offrir une tête de jaguar avec un oreille de chauve-souris, et comme un hommage à l'ascension à son pouvoir. Souvent, on dit que les Mayas sont disparus. Mais alors, où est-ce qu'on va laisser aux Mayas d'aujourd'hui? Il y a 33 langues qu'on parle au Mexique, Guatemala, El Salvador, Honduras, d'origine, Belize aussi, d'origine maya. Et ici, dans la péninsule de Yucatan, où moi j'habite, on parle le mayatán, que c'est une langue agglutinante et une langue métaphorique. Et c'est incroyable
la diversité de concepts qu'il peut y avoir dans la langue maya. Un vocable, par exemple, comme can, ça peut dire beaucoup de choses. Par exemple, c'est serpent, c'est le numéro 4, c'est aussi la couleur jaune. Et si on met une M à la fin, cam, alors c'est une hamac. Et si on met une double A, can, alors on part du ciel. Et donc, c'est une langue métaphorique. Et selon les chercheurs italiens de l'Université de Padova, Luciano Cavalli Sforza et Francesco Cavalli Sforza, ils disent que justement les langues qui ont des glottations, ce sont des langues les plus archaïques, comme le bosquiman. Et donc, le maya rentre dans cette classification et c'est une langue vraiment ancestrale. Dans la danse, nous trouvons aussi ce mélange de diversité et de racines mexicaines. Nous voyons par exemple la danse de la jarana, dans laquelle les danseurs, ça devient un base communicante entre le ciel, la terre et le monde inférieur. Avec ses pieds, il est toujours en train de frapper la terre pour la réveiller, pour la caresser. Et de la ceinture au pied, il y a la relation des danseurs avec la terre. Et de l'anche au bras, il y a la relation avec le ciel. Donc, c'est pour ça que c'est une base communicante. Et ce qui est très intéressant, c'est justement comment le mouvement qui est en train de réaliser ce danseur nous rappelle aussi à la jota espagnole, cette danse de l'Espagne, ce qui nous montre que même dans les traditions des peuples descendants de Maya, il y a des influences des autres latitudes. La relation que nous, les Mexicains, on a avec la mort, c'est très particulier. Et nous l'avons hérité justement du concept de vie et mort comme dualité complémentaire de nos ancêtres culturels, les Mésoaméricains. Ici, nous voyons par exemple le célèbre Zompantli de Chichen Itza, où on voit des crânes avec des jus. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on raconte avec cette image une morte vivante. C'est spectaculaire, ça. Et même dans l'artisanat, nous les trouvons, ou même dans la fête qu'il y a à l'époque des mortes, on fait des crânes de sucre pour fêter justement la vie en rappelant la mort. Et cette image, j'aime bien, je l'ai trouvée en Internet, mais c'est vraiment spectaculaire parce que nous montre ce métissage. Souvent, moi que je travaille dans le tourisme, dans l'industrie touristique, les visiteurs, ils me disent « Claudio, tu ne ressembles pas à un Mexicain ». Non, moi, je ne ressemble pas à l'archétype du Mexicain, bien entendu, avec les chapeaux allongés à côté d'un cactus, les Mexicains bassaniers. Et en réalité, nous sommes les fruits de plusieurs graines, de plusieurs semences. Et notre identité est fondamentée sur la diversité, pas seulement pour les Espagnols et les Aztèques mésoaméricains qui étaient ici, qui ont été certains conquis et des autres envahis comme les Mayas. De façon qu'une Mexicaine blonde et blanche, ça peut se trouver partout, même dans les Yucatan. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des tessitures de peau obscures. Il y a des gens qui sont blancs au Mexique parce que nous sommes, j'insiste, en la fusion de plusieurs migrations, de plusieurs conquêtes, guerres. Le concept d'un Mexicain qui dort, c'est un archétype qui fait le stéréotype. Mais si on regarde bien notre passé, moi je vous propose de considérer d'une autre manière cette image. Et là, pour les Mexicains qui m'écoutent, parce que dans beaucoup des images de nos gouverneurs, par exemple chez les Aztèques ou Mexicas, les Tlatoani, les gouverneurs, étaient assis. Les glyphes pour représenter le pouvoir ou arriver au pouvoir entre les Mayas, Chum, signifie justement le fait de s'asseoir. Donc, être assis pour contempler, pour observer,
pour arrêter les mouvements. Et ça, c'est très important dans notre perception de la vie. Souvent, les touristes qui viennent dans le Yucatan, ils disent aux serveurs, dépêche-toi, dépêche-toi. Mais les gens, ils n'ont pas envie de se dépêcher parce qu'ils n'ont pas envie de mourir vite. Les gens sont calmes et on a hérité justement de ce bagage de contemplation à travers les civilisations ancestrales. Et donc, si nous voyons, par exemple, ce concept d'un Mexicain basané à côté d'un cactus, en réalité, il faut plutôt le référer à ce concept de pouvoir. Tlatoani, c'est le nom qui donnait les Aztèques aux Mexicas à ces gouverneurs. Ahau, c'était le nom qui donnait les Mayas à ces gouverneurs. Et les deux vocables sont relationnés avec le fait de parler. Et comme nous, on est à l'école de langue, je voudrais bien vous partager un petit paraphe d'un écrit que j'ai publié en Espagne sur la parole et l'importance de la parole. Et c'est pour ça que nommer les choses font corporiser les objets. C'est à travers de la parole que nous donnons vie aux objets. Et c'est très important aussi que quand on parle de notre diversité, de notre richesse, on fasse attention à des paroles. La parole crée le monde dans le monde. Elle est visionnaire, elle dirige. La parole fait la différence entre le vide et notre intention. Avec elle, nous nommons les vents qui portent nos phonèmes. C'est comme ça que nous recréons notre volonté. La parole blesse ou est indifférente, chez les engagements, et séduit à ceux qui souhaitent être trompés. Beaucoup de paroles peuvent être une cascade qui attire notre attention, et sans les paroles, nous ne pouvons pas nous voir dans les miroirs, car nous avons besoin de sa lumière. Et donc, c'est pour ces raisons-là que nos ancêtres donnaient une grande importance à la poésie, à la parole, à l'écriture. Et maintenant, nous allons nous arrêter un petit moment chez les Aztèques, à la ville de Tenochtitlan, une ville, une sorte de Venise précolombien, qui, eux, comme les Romains, ont fait la synthèse de tout un processus culturel. Ils étaient des guerriers sans histoire et ils se sont appropriés de toute la connaissance de son temps. Ils étaient malins, ils étaient vraiment c'était un peuple guerrier et sanguinaire, comme tous les peuples de l'humanité. Et alors, on a parfois ce sentiment de culpabilité et on veut diviniser aux Aztèques et les confronter contre les Européens qui sont arrivés au XVIe siècle et Africains aussi, parce que parmi les conquistateurs, il y avait aussi des Juifs, il y avait des Arabes, il y avait des Aragonais, des Castellans. L'Espagne n'était pas formée, et le Mexique non plus. C'est une guerre terrible, de deux peuples terribles qui ont formé, qui forment partie de tout un processus qui a commencé il y a 12 000 ans. Et Hernán Cortés, il est mal vu, il dit Rivera au mural du Palais National, il a montré justement avec une déformation, est malade, etc. Mais Hernán Cortés, c'est tout un personnage. C'est un homme des affaires, très cultivé. Et il faut se mettre aussi à sa mentalité. Et bon, l'essentiel, c'est qu'on est toujours en train de regretter de ces vêtements qui sont passés il y a 5 siècles. Et ça, c'est pas bon parce que finalement, les vêtements passent et nous sommes le résultat de ce processus. Une autre chose importante, c'est que l'actuel gouvernement mexicain a demandé à l'Espagne de s'excuser et au Vatican pour ces vêtements de quoi nous sommes les résultats. C'est comme si l'Espagne demandait aux Arabes de s'excuser pour les 8 siècles de colonisation ibérique.
c'est absurde. Ce sont des phénomènes qui sont passés il y a longtemps. Et donc, justement, c'est ça où il faut reconsidérer cette guerre sanguinaire. Et là, il y a une peinture de Jorge Camarena, González Camarena, qui est très, très belle. Mais moi, j'aime bien aussi cette dernière dessin de Rictus, qui montre justement la fusion de deux cultures, et en plus de plusieurs cultures, parce que le taco al pastor, qui est ici, qui est en train de se préparer avec une tortilla et la viande du porc, le porc vient de la Chine, et les oignons de l'Asie, en castellan et en aztèque, et l'ananas mexicain tout au sommet. Donc, ce n'est pas seulement la fusion des deux cultures, c'est la fusion de plusieurs cultures. Et donc, la religiosité, c'est justement un des points en commun qu'on a, nous, les Mexicains. Et de nouveau, ici, à la basilique de Guadalupe, il y a une question qui est ici, qui dit « No estoy yo aquí que soy tu madre, es que je ne suis pas ici, moi, que je suis ta mère ». Ce concept toujours de chercher une mère, de se sentir dans l'ensemble de la désolation. Et bueno, la fête, la foi, la nourriture, ce sont des événements qui réunissent aux Mexicains. Mais en même temps, les grandes tragédies comme le tremblement de terre de 1985 et également tous les ouragans qui passent. Moi, je suis fortuné parce que moi, j'ai vécu 2 tremblements de terre terribles, des ouragans aux Caraïbes, une éruption volcanique au Guatemala et survivant d'un naufrage. Et j'étais toujours accompagné des Mexicains. Et là, dans les mouvements de terre, dans le mouvement de la nature, j'ai toujours senti la grande solidarité qu'il y a entre les Mexicains et qu'il faut la déplacer, pas seulement quand il y a des tragédies, sinon dans notre quotidien. Une autre chose importante, c'est la nourriture. Le tamal, par exemple. Le tamal, ça veut dire enveloppé, et c'est quelque chose qu'on peut trouver du marché Jean Talon à Montréal jusqu'à la Patagonie. Et c'est une importation qu'a fait le Mexique au monde. Et les Aztèques, les Mésoaméricains, les Mayas même, ils faisaient des tamals. Et donc, aujourd'hui, ça fait partie de l'identité de beaucoup latino-américains, le tamal. Et en fait, c'est dans ce croisement des choses où il faut identifier la richesse de notre diversité. Je vais bientôt finir et je voudrais faire quelques petites paroles avec les livres Le labyrinthe de la solitude d'Octavio Paz. C'est un grand écrivain, il a écrit des essais extraordinaires, une poésie spectaculaire. Mais il a écrit ce livre qui, à mon avis, c'est un insulte pour nous les Mexicains, avec beaucoup de respect, parce que dans une vision très réductionniste et en utilisant les mensonges comme une ressource dialectique, il a transfiguré l'histoire des Mexicains et son livre est considéré ou était considéré de culte. Maintenant, les gens commencent à changer un peu de sa vision, mais il propose que nous sommes tous fils d'une prostituée. Et en plus, pire, de la chingada, que ça veut dire l'énéante. Et son livre, c'est une copie des autres essais qui l'ont précédé. Et finalement, il se sentait très mal avec soi-même. Il est allé aux États-Unis à écrire ce livre avec beaucoup de douleur. Et il faut reconsidérer tout ce qu'ils disent là-bas, parce qu'évidemment, nous ne sommes pas les fils de la chingada, nous ne sommes pas les fils de la prostitute du conquistateur. C'est lui qui nous a insultés en prose poétique. Et évidemment, il faut toujours les lire avec une nouvelle perception de nous, les Mexicains. Et je me demande qu'est-ce que a à voir un volador de Papantla, de Puebla, de la Huasteca, qui se joue la vie dans ce rituel de los voladores avec son labyrinthe. Absolument rien du tout. Et qu'est-ce qu'ils sont à voir les grands musiciens de l'État de Chiapas, les tzotziles, quand ils font de grandes fêtes
des cérémonies pour remercier la pluie, comme celle que nous sommes en train de voir, qui en plus, ils sont des instruments européens, mais ils gardent des traditions millénaires. Eux-mêmes, ils sont en métissage dans leur tradition contemporaine. Donc, ce concept d'un labyrinthe centraliste, ça n'a rien à voir avec la réalité des Mexicains contemporains. Ici, par exemple, le Mexique moderne est toujours comme en train de sortir d'un trou. C'est pour ça que moi, j'aime bien cette photo. C'est comme une nouvelle perception. On doit avoir une nouvelle perception de nous-mêmes, d'une diversité comme richesse. Et donc, pour finir, je vais écrire, je vais vous lire un petit écrit que j'ai fait pour la conférence, qui fait synthétiser cette vision d'un Mexique divers, pluriethnique, plurilinguistique, que la diversité c'est notre grande richesse et que c'est d'origine justement millénaire. Et donc, depuis le temps sans mémoire écrite en pierre, les habitants du territoire mexicain actuel ont eu la diversité comme une richesse. Nous, leurs héritiers culturels et ethniques, nous affrontons la diversité en la considérant comme un stigme et nous serons à la recherche d'une identité indivisible. La diversité est une vertu évolutive et nous, les Mexicains, nous nous déconstruisons et nous nous différencions dans le métissage qui a commencé il y a 12 000 ans et non 5 siècles, comme est établi par l'histoire officielle. Invasion, guerre, conquête, migration et immigrants ont enrichi notre bagage culturel. Refuser le chauvinisme récalcitrant, c'est se voir sans rougir devant les miroirs d'obsidienne comme dans celui tempéré par le feu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Obregon, parce que c'est une conférence très intéressante. Il est toujours intéressant d'apprendre un peu plus sur la cosmogonie des peuples fondateurs. Et il est également intéressant de rappeler que le brassage des cultures, le métissage humain n'a pas commencé il y a 5 siècles, mais bien avant en Amérique. Et ça, c'est des concepts qui sont très importants. Et je ne sais pas si on va avoir des questions, donc j'attends les questions. Mais entre-temps, je ne sais pas s'il y a un concept, parce que vous avez condensé en 25-30 minutes beaucoup de siècles, beaucoup de millénaires, je dirais même, et en 25-30 minutes. Donc, je ne sais pas s'il y a un concept que vous aimeriez développer un peu plus. Et je pense que je ne sais pas si on va avoir des questions, mais on a le temps pour développer, ou si les gens voulaient nous dire s'il y a une partie de la communication qu'ils voudraient avoir un peu plus de renseignements, ça serait intéressant aussi. Surtout il y a des étudiants, parce que c'est sûr que ces conférences-là veulent approcher une certaine divulgation, non? Comme pouvoir approcher certains concepts aux étudiants. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous envoie un petit message, sinon je vous cède la parole s'il y a un concept que vous voulez un peu élargir. C'est gentil. En étant le résultat de tout un processus culturel, l'essentiel, c'est de se reconnaître pour la diversité et éliminer le chauvinisme. Moi, j'habite, par exemple, aux Caraïbes. Je suis venu ici quand Cancún commençait à se développer. Et maintenant, c'est une ville de plus d'1 million d'habitants. Et nos visiteurs, souvent, m'indiquent que ce n'est pas le Mexique. Cancún, c'est une ville comme des États-Unis. Playa del Carmen, pareil. Mais il y a au moins 3 villes de toutes les centaines de villes qu'il y a au Mexique. Il n'y a que 3 ou 4 qui ont été construites vraiment par les Mexicains. Cancún, par exemple. Et évidemment, il y a des archétypes
sur cette identité. Et nos visiteurs, ils sont toujours en train de chercher ces archétypes. Un grand défi pour les Mexicains qui travaillent dans l'industrie touristique, c'est de montrer que la richesse, c'est justement la diversité. Comment est-ce qu'on peut le faire? Bon, à travers de la nourriture, par exemple. Il y a une sauce qui s'appelle le mole, que c'est une sauce au chocolat, et que quand on va dans un restaurant mexicain, et si on a un bon estomac, on peut demander un plat de mole, et que c'est du chocolat, du piment, mais il y a également des produits qui viennent de toutes les régions du monde. Il y a du commun, il y a des bananes qu'ici il n'y avait pas. Et donc, si c'est mexicain, c'est fait par les Mexicains, mais les racines sont des autres régions. De la même manière, par exemple, les habitants de la zone des Caraïbes, il y a beaucoup d'immigration. La première minorité, ce sont des Mayas qui ont émigré aussi des autres régions du monde maya. Mais il y a aussi beaucoup des Argentins et beaucoup des Italiens. À l'heure actuelle, par exemple, à Playa del Carmen, on peut demander une pizza à huitlacoche, que c'est avec les champignons du maïs que dans le monde entier on les jette et nous les considérons un plat de luxe. Et c'est très nourrissant d'ailleurs. Et on peut demander ça. On peut demander un spaghetti aussi avec la fleur de courgette. Et ce sont justement des plats qui se sont en train de présenter avec ce métissage. Et d'une autre part, ces Argentins et ces Italiens, par exemple, qui habitent à l'heure actuelle aux Caraïbes, ils vont avoir des Mexicains, des petits-enfants, et dans 10 ans, ils vont devenir des grands joueurs de football. Et donc, c'est justement dans ce cadre où il faut voir que les identités se trouvent toujours en évolution, qu'elles ne sont pas indivisibles, que c'est un erreur de concevoir quelque chose de statique. Les gens, ils bougent depuis l'époque paléolithique. Les grands gouverneurs, ils contemplaient les mouvements et après, ils parlaient. Et donc, c'est justement dans ce concept de la grande diversité qu'il y a au Mexique qu'il faut reconsidérer notre moment actuel. Nous sommes en train de passer une transformation, que ce soit la 4e, la 5e, ou comme on veut l'appeler. C'est vraiment une grande transformation. Et c'est une transformation dans laquelle pas tous sont d'accord, comme d'habitude, mais il faut considérer que tous les grands changements de l'humanité, ils passent d'abord pour un moment de réflexion. La Révolution française, par exemple. Mais nous, par contre, les Mexicains, on n'a pas passé par ce processus de réflexion. Et c'est ça que moi, je propose. Une réflexion, pour commencer, de nous-mêmes, de notre identité dans la diversité, de respecter les autres, même si on n'est pas d'accord. Maintenant, le Mexique est divisé en 2, ou en 3, parce qu'il y a une troisième partie qui ne fait rien de tout. Mais polariser les choses dans le populisme, c'est terrible. C'est mettre marche à l'arrière. C'est justement dans l'échange des critères comment on peut configurer un pays. Je viens de visiter la ville de Mexico et c'est incroyable. Comment est-ce que tous les monuments du Paseo de la Reforma, ils sont tous entournés par des murs parce qu'il y a un groupe de féministes, pas plus de 200 personnes, pas plus, qui ont pris la ville de Mexico et qui ont frappé tous les monuments, qui ont cassé les monuments. Et en plus, la ville de Mexico est gouvernée par une femme. C'est incroyable qu'une femme qui est au pouvoir ne peut pas se mettre d'accord avec les femmes qui sont fatiguées d'être considérées comme des objets sexuels. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toutes les revendications qu'ils font, mais ce n'est pas à travers de la violence qu'on va arriver. Ils ont pris une station de métro et ils laissent passer à tout le monde. Les policiers, ils sont là pour garder l'ordre, mais les féministes, ils ont décidé que cette station de métro, on ne les paye pas. Et il n'y a même pas un seul féministe qui fait la garde. Et tous les policiers sont là, justement, par la décision de 200 personnes.
ce n'est pas que moi je suis d'accord ou pas, c'est que ce n'est pas le chemin. Ce n'est pas le chemin de la confrontation, ce n'est pas le chemin de ne pas comprendre les différences. Et nous, les hommes mexicains machistes, on est programmés pour être machistes. Il faut se décodifier et confronter ces réalités et ce que les femmes cherchent à l'heure actuelle. Et ce n'est pas avec les paroles, c'est avec le quotidien. C'est justement avec la parole qu'on peut justement trouver un équilibre social. Très intéressant. Nous, on vous remercie encore une fois de ces paroles si intéressantes. Et on remercie aussi les personnes qui nous ont accompagnés. Et on vous donne rendez-vous pour ce soir, la table ronde Mexicanos en el exterior, création et maintien de la création. C'est une conférence bilingue. Et demain, pour la clôture de la semaine hispanophone, avec la conférence Les routes de la mort, culture et résistance. Et vous avez les programmes dans la boîte des conversations, dans le chat. Donc, si vous voulez les consulter, vous pouvez les consulter. Et pour l'instant, on va vous dire à bientôt, hasta pronto, hasta esta noche. Et merci beaucoup, Claudio. Merci beaucoup, sincèrement. Muchas gracias. Adiós, hasta pronto. Hasta pronto. Ah, je vois qu'il y a une question et il y a encore des personnes, je suis désolée, mais il y a encore une question. C'est quelqu'un qui vous envoie ces très chaleureuses salutations, c'est Gladys. Ah, good. Donc, vous êtes connu aussi ici à Montréal. Merci beaucoup aussi Gladys d'avoir assisté à la conférence. À bientôt. Au revoir.